Ainsi, tout ce que vous direz aujourd'hui ne pourra pas être retenu contre vous si l'État vous arrête plus tard. L'État ne va pas décider de m'arrêter. C'était Wendy Adelson en 2019. Mais la situation a-t-elle changé pour l'ex-femme de Dan Markel, maintenant que son frère et sa mère ont été condamnés pour complot d'assassinat contre le professeur de droit? Avez-vous besoin d'un moment pour vous ressaisir? J'examine ce que les procureurs pourraient faire ensuite avec l'ancien avocat de Dan Markel, alors que l'enquête semble loin d'être terminée. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angenette Levy. Donna Adelson, matriarche de la famille Adelson, demande un nouveau procès après avoir été reconnue coupable par un jury du comté de Léon en Floride dans le complot contre Dan Markel. Nous avons souvent évoqué cette affaire sur Law and Crime. Markel, alors professeur de droit à l'Université d'État de Floride à Tallahassee en juillet 2014, a été abattu par un tueur à gages venu à son domicile alors qu'il était dans sa voiture dans son garage. Le meurtre a choqué la communauté et fait la une nationale. Dan Markel avait déposé ses fils à la maternelle ce matin-là avant d'aller à la salle de sport. Personne ne pouvait imaginer que quelqu'un veuille faire du mal à Dan Markel, à part les membres d'une famille, les Adelson. Dan Markel et son ex-femme Wendy Adelson ont eu un divorce houleux, se disputant notamment sur la garde et le comportement de Donna Adelson, la mère de Wendy, envers leurs enfants. Stephen Webster, l'avocat de Dan Markel lors de sa mort, me rejoindra bientôt pour approfondir ce sujet. Oui, le procès de Donna est fini depuis peu et elle souhaite un nouveau procès. Elle avance plusieurs arguments, dont une faute des jurés, un parti pris du juge Stephen Everett et l'insuffisance des preuves pour condamner. Les avocats de Donna citent une vidéo TikTok supprimée où un juré évoquait sa participation avant la fin du procès. Mais revenons à Wendy Adelson. Elle a témoigné au procès de sa mère, de son frère Charlie Adelson, de Katie McBanois et du tueur à gages Sigfredo Garcia. Au moment du meurtre de Dan Markel, votre mère, l'accusée, était-elle en colère contre lui? Avant sa mort? Oui, madame. Oui. Vous le détestiez aussi, non? À certains moments, j'étais très frustrée contre lui. L'avez-vous déjà qualifié de maladie sexuellement transmissible? Je ne me souviens pas avoir dit ça. Onglet 5. Il semble que j'ai fait cette analogie. Danny est une maladie sexuellement transmissible. Une seule erreur, l'épouser, et ça ne partira jamais. C'est ce que tu as dit? Oui, c'est moi. As-tu évoqué ce sentiment avec ta mère? Je ne me souviens pas avoir jamais dit ça, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose que je disais très souvent. Et cela a été dit dans un email le 26 février 2013, c'est bien ça? C'est exact. Environ 17 mois avant le meurtre? Je ne crois pas que c'était un email, mais plutôt un iMessage. D'accord. Avez-vous déjà appelé votre ex-mari le Seigneur des Ténèbres? Je ne me souviens pas avoir dit ça, mais il est tout à fait possible que je l'ai fait. Et Wendy a nié être impliquée dans le meurtre de Dan Markel. Avez-vous été impliqué de quelque manière que ce soit dans le complot visant à tuer votre ex-mari? Non. Saviez-vous peut-être que cela allait arriver sans en connaître les détails? J'ignorais que cela arriverait et n'en savais aucun détail. Avez-vous fourni des informations, même à votre insu avec le recul, qui, selon vous, auraient pu être utilisées pour aider les meurtriers? Je ne crois pas. Je n'ai rien donné. Quelles informations avez-vous concernant l'implication de votre mère dans le complot visant à tuer votre ex-mari? Je n'ai pas d'informations. Mais vous admettez que votre frère a dit qu'il avait envisagé d'engager un tueur à gages pour tuer Dan Markel? Je ne l'admets pas. J'admets que mon frère a fait à plusieurs reprises une blague de mauvais goût sur le fait de m'acheter une télé parce que c'était moins cher que d'engager un tueur à gages. Mais ensuite, quelqu'un a bien engagé un tueur à gages qui a tué Dan Markel, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui s'est passé.
Est-ce que faire en sorte que vous puissiez nier de façon plausible ou que vous en sachiez très peu faisait partie du plan pour tuer votre ex-mari? Je n'ai été impliquée dans aucun complot visant à tuer Danny. A-t-on voulu vous protéger du complot parce que, je ne sais pas, on ne pouvait pas vous faire confiance pour garder un secret? Je n'ai été impliquée dans aucun complot visant à tuer Danny. Wendy Adelson a toujours nié son implication dans le complot contre Dan Markel. Mais les procureurs qualifient Wendy Adelson et son père, Harvey Adelson, de complices non inculpés. Wendy Adelson, elle a bénéficié d'une immunité limitée pour témoigner à chaque procès où elle a été appelée à témoigner. Et il y a eu beaucoup de discussions à propos de Wendy lors du procès de Donna. Et quel était le but de ce meurtre, d'après ce que vous avez compris? Qu'il voulait, les enfants? Qui voulait les enfants? Oh, Wendy. D'accord. As-tu compris que tu tuais le père pour que Wendy ait les enfants? Oui, madame. Avez-vous déjà mentionné qu'un dentiste était impliqué? Oui, madame. Qui était le dentiste? Charlie, Et quel était son lien de parenté? le petit ami de Cathy, ou peu importe comment tu veux les appeler. D'accord, donc Katie était la femme de Garcia, mais aussi la petite amie du dentiste. Ouais, Avez-vous déjà eu un contact avec le dentiste? Non. Avez-vous eu un contact avec un membre de la famille Adelson? non, madame. Tout passait par Katie, n'est-ce pas? Oui, madame. Quel rapport le dentiste, si vous le savez, avait-il avec la dame de Tallahassee dont les enfants avaient besoin de ses enfants? Je ne sais rien à leur sujet. Encore une fois, je veux être très clair à ce sujet. Wendy Adelson n'a pas été inculpée d'un crime lié à la mort de Dan Markel, mais les procureurs annonçaient-ils peut-être ce qui pourrait arriver. Jack Campbell, du bureau du procureur de l'État du comté de Léon, m'a répondu « Pas de commentaires » quand je les ai contactés. J'aimerais faire intervenir Stephen Webster. Il était l'avocat de Dan Markel lors de son divorce avec Wendy Adelson. Stephen, tout d'abord, quelle est votre réaction au verdict de culpabilité de Donna Adelson par le jury de Tallahassee pour sa participation au complot contre Dan? C'est très satisfaisant. Vous savez, j'ai de la compassion pour les enfants, les fils de Dan, qui, vous savez, sont constamment, je suppose, sur des montagnes russes émotionnelles. Donc, c'est toujours dans un coin de votre tête. Mais c'est très gratifiant parce que j'ai vraiment eu de nombreux jours où je ne pensais pas voir la justice rendue pour Dan. Et il n'y a aucun doute que Donna était un élément clé du meurtre. Donc elle devait être tenue responsable. En revenant à ce jour où il a été assassiné, tu as tout de suite soupçonné que les Adelson étaient impliqués, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu sais, je n'y avais jamais pensé auparavant, jamais. Je ne pensais pas qu'il représentait une menace physique pour Dan. J'étais inquiet que Wendy puisse porter de fausses accusations contre Dan et essayer de monter de toutes pièces des charges, des accusations criminelles pour avoir un avantage et faire pression. Mais je n'ai jamais pensé qu'il représentait une menace physique. Et quand je l'ai appris, je n'ai même pas su qu'il avait été abattu, mais j'ai simplement parlé à un policier qui m'a appelé pour essayer de comprendre pourquoi j'appelais le téléphone de Dan quelques minutes après qu'il ait été abattu. Et elle m'a dit que je ne pouvais pas lui parler car il s'était passé quelque chose de très grave. Et à ce moment-là, je l'ai su. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est encore choquant aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'ai su qu'il l'avait tué. Je n'arrive même pas à croire que j'ai été dans cette situation. Est-ce que tu as dit ça aux forces de l'ordre? Je veux dire, est-ce que tu leur disais « Regardez, vous devez enquêter sur ces personnes » ? Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé pendant cette conversation après qu'elle m'ait dit ça. Je ne me souviens pas. Je n'en ai jamais eu souvenir. Donc je ne sais pas ce que j'ai répondu, je ne sais pas comment nous avons terminé l'appel téléphonique. Ma femme était à côté de moi. Et vous savez, elle a essentiellement dit qu'elle avait des souvenirs de choses qui ont été dites dont je ne me souviens pas. Dès que le policier m'a dit qu'il lui était arrivé quelque chose de vraiment grave, je suis entré dans une sorte de stupeur. Nous avons voyagé entourés d'autres familles de baseball.
Et je me souviens qu'ils étaient tous en train de se rassembler, chacun vacant à ses occupations. Et je me souviens que je suis quelqu'un qui fait les 100 pas. Et je me souviens que je faisais simplement les 100 pas, essayant juste d'accepter tout ce qui se passait. J'ai aussi volontairement évité les forces de l'ordre. Je connaissais plutôt bien certains des enquêteurs. Et j'avais un peu peur que si je leur parlais, certains de mes souvenirs et de mes connaissances sur différentes choses puissent en se mélanger avec des informations que je pourrais apprendre d'eux. Je savais qu'ils étaient occupés, alors je me suis vraiment tenu à l'écart. Je n'ai contacté l'enquêteur Isom qu'une seule fois. Et c'était quand Wendy, c'était, je ne sais pas, peut-être... Dans mon souvenir, c'était environ 2 semaines après que Dan a été tué, peut-être moins. J'ai reçu un appel téléphonique à mon bureau le cabinet d'un pédiatre à Miami appelait. Et il voulait parler à l'avocat de Dan Markel. Et j'étais là, genre, eh bien, je ne sais même plus comment je dois m'appeler maintenant. Mais bref, donc j'ai pris l'appel et une dame me demandait si je donnais mon consentement pour que les enfants de Dan soient soignés. Et je ne l'ai pas compris. Et puis j'ai dit que je savais que je n'avais aucune autorité à offrir, mais je lui ai dit, si les enfants ont besoin de soins, vous avez mon consentement. Je gérerai les conséquences plus tard, quelles qu'elles soient. Et puis elle a compris que j'étais un peu paniqué. Et elle a dit, non, 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 il n'y a rien qui ne va chez eux. Leur mère est ici et elle veut simplement changer leur médecin traitant du docteur à Tallahassee vers notre cabinet. Et je n'arrivais pas à croire qu'elle était simplement sortie faire des courses et des choses comme ça à Miami. Ça m'a vraiment choqué parce que j'étais encore complètement sous le choc. J'étais encore bouleversé par le meurtre de Dan. Et c'était difficile pour moi, au début, de simplement accomplir mes tâches quotidiennes, les choses que j'étais censé faire. Et elle était là dehors, littéralement comme si rien ne s'était passé. Et ça m'a vraiment choqué et... Son avocat, son cabinet, m'a appelé peu de temps après, presque immédiatement après cet appel, et m'a dit que c'était une erreur. Il devait appeler son cabinet, pas le mien. Je ne sais pas comment ils se sont trompés. Et il m'a demandé si je pouvais, vous savez, ne rien dire à ce sujet au service de police de Tallahassee. Et j'ai dit, tu ne me connais pas si tu penses que je ne vais pas contacter la police de Tallahassee et leur parler de ça. Et donc c'était la seule fois où j'ai contacté l'enquêteur Eisen. Le procès de Donna est terminé. Elle a été reconnue coupable et nous avons vu sa réaction. Je ne sais pas si elle pensait vraiment qu'elle allait être acquittée. Je veux dire, il semblait qu'il y avait des preuves évidentes de son implication dans une conspiration. Et je pense que les gens doivent te comprendre qu'une conspiration, vous savez, c'est différent de quelqu'un qui dit que vous avez appuyé sur la gâchette. Vous faites partie d'un accord, vous faites partie d'un plan. Vous savez, il suffit simplement d'être impliqué dans un accord et un plan. Donc, maintenant, il semble qu'à chaque fois qu'il y a une condamnation dans cette affaire, un autre domino tombe. Vous savez, ça a été le schéma dans cette affaire. Et j'ai juste eu l'impression, en regardant ce procès, c'était presque comme si on faisait retentir une corne de brume. Et cette corne de brume concernait entièrement Wendy. Il y a donc eu tellement de questions sur la possibilité que Wendy Adelson soit inculpée dans ce complot, dans le plan visant à assassiner Dan Markel. Qu'en pensez-vous? Que voyez-vous arriver à l'horizon? Parce que Jack Campbell, vous savez, en ce moment, il dit des choses comme « Toutes les décisions que nous prendrons le seront en temps voulu ». Et vous savez, il donne les réponses qu'ils sont censés donner. Je pense qu'elle sera inculpée, et je suis d'accord. Je n'ai pas regardé le procès, j'étais sous assignation à comparaître. Donc je n'ai pas pu regarder le procès au fur et à mesure qu'il se déroulait, mais j'ai eu l'occasion de revenir en arrière et de voir quelques extraits. Et il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'État a mis en avant de nombreux éléments de preuve qui étaient vraiment accablants pour Wendy. Je suis d'accord, cela me semble volontaire. Et je pense qu'il y a largement assez de preuves pour inculper et condamner Wendy en moins de 4 heures, comme les 2 derniers jurys.
Quelles preuves spécifiques considérez-vous comme les plus accablantes contre Wendy Adelson puisque vous avez été aux premières loges de toute cette affaire? Je veux dire, vous étiez là pour le divorce, pour tout? Vous savez, la preuve la plus forte pour moi, c'est la fusillade en voiture. Il y a des gens à Tallahassee qui ne croiront pas que c'était juste un hasard. Et même si c'était un hasard, quelle mère s'arrête dans la rue où vivent ses enfants avec son ex-mari, voit des rubans de scène de crime bloquer la route et des policiers tout autour de la maison de ses enfants et de son ex-mari, fait simplement un demi-tour et continue vers le magasin d'alcool sans prendre la peine d'appeler qui que ce soit, juste pour s'assurer que tout va bien. Et vous savez, dans son témoignage à propos d'eux, eh bien, j'ai pensé qu'un arbre était peut-être tombé. Il y avait eu des orages la veille. Des arbres tombent tout le temps à Tallahassee. D'accord. Je veux dire, nous avons de grands chênes à canopée et ils ne sortent pas le ruban de scène de crime pour boucler les rues. Et nos agents de la patrouille routière de Floride et nos policiers, en fait beaucoup d'entre eux, ont des tronçonneuses dans leur coffre ou à l'arrière de leur voiture. Ils sortiront littéralement couper l'arbre si besoin, puis le retirer de la route. Donc vous savez, il n'y a aucune explication raisonnable pour qu'elle arrive sur la scène du crime, voit tout cela, puis repartent sans même essayer de vérifier si ses enfants étaient en sécurité ou même si Dan était en sécurité. Je veux dire, je sais qu'elle détestait Dan, mais quand même, si quelque chose arrivait à Dan, est-ce qu'elle ne voudrait pas aller retrouver ses enfants, s'assurer qu'ils allaient bien et les protéger de la façon dont ils apprendraient que quelque chose de grave était arrivé à Dan? Pour moi, rien de tout cela ne sera jamais l'argument principal. Et ça, pour moi, c'est une preuve directe parce qu'elle avait besoin de la confirmation que Dan avait été tué et elle ne pouvait pas attendre. Parlez-moi de l'importance du jour où Dan a été assassiné dans l'affaire de garde parce que le divorce était définitif. Mais il se passait plus de choses en coulisses que vous étiez en train de préparer et de déposer. Wendy avait déposé une requête pour faire appliquer l'accord de règlement matrimonial et une autre pour outrage, car Dan n'avait pas versé certaines sommes dues selon l'accord. Dan était contrarié parce qu'il était convaincu que Donna et Wendy adoptaient un comportement délibérément destiné à l'éloigner de ses fils. Elle ne respectait pas son temps avec les enfants comme l'accord de règlement matrimonial l'exigeait. Elle n'emmenait pas souvent les enfants à l'école, ce qui posait un vrai problème pour lui, car il allait déjeuner avec eux. Et en plus, même le directeur de l'école disait que ces garçons devaient être à l'école plus souvent qu'ils ne l'étaient. Elle les inscrivait à des activités sans consulter Dan. Et puis, le plus gros problème pour Dan, c'était qu'il savait que Donna disait des choses méchantes sur lui devant les enfants, le traitant d'idiot, disant qu'elle le déteste. Et donc, il savait que c'était ce qu'elle voulait faire. Donna voulait tout faire pour semer la discorde entre lui et ses fils, et il n'allait pas le permettre. Et c'était le point de bascule pour Danny. À ce moment-là, il a décidé « Je ne te donnerai plus d'argent ». Il savait qu'elle allait déposer une requête pour outrage. Et il a déposé une requête reconventionnelle pour outrage au tribunal. Et il a principalement souligné que Wendy avait frauduleusement dissimulé des actifs importants, dont elle avait la possession, la maîtrise et le contrôle lorsqu'elle a soumis son affidavit financier. Lors d'un divorce, vous soumettez un affidavit financier attestant vos actifs et dettes, tout comme l'autre partie. C'est essentiel parce que le tribunal doit avoir une vision complète des actifs dans les patrimoines afin de pouvoir les répartir équitablement. C'est une partie essentielle d'un divorce. Si vous cachez volontairement ces actifs, le tribunal n'a pas une vision complète pour juger équitablement et procéder à un partage égal. Et c'est tout simplement de la fraude. Et donc Dan avait des preuves vraiment solides que Wendy avait fait cela. Je veux dire, des preuves irréfutables. Je pense qu'elle viendrait maintenant et dirait « Oh, ce n'est pas grave » ou peu importe. Mais il alléguait un total. Il s'agissait d'environ 200 000 $ d'actifs qu'elle n'avait pas identifiés. C'est à ce moment-là que Dan m'a engagé. Ils avaient déjà déposé sa requête pour outrage. Elle avait déjà été déposée. Et il m'a engagé pour essayer de l'aider à gérer cela et plaider ces deux requêtes pour outrage.
Et donc, ce que j'avais dit à Dan, c'est que je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de déposer ce qu'on appelle une demande d'admission. C'est un outil de découverte civile que vous envoyez à l'autre partie pour lui demander d'admettre ou de nier certaines choses. Et principalement, je voulais qu'elle admette qu'elle avait dissimulé ses biens, qu'elle ne les avait pas mentionnés dans son affidavit financier comme la loi l'exigeait. Comme je l'ai dit à Dan, peu importe qu'elle l'admette ou le nie, on le prouvera de toute façon. Donc, si elle le nie, ce sera un deuxième acte de fraude envers le tribunal qu'elle commettra et perpétrera. Étant donné qu'elle était avocate, et je suppose qu'elle l'est toujours, et professeure de droit, j'ai dit à Dan, écoute, je n'aime pas l'idée de faire ça. Je n'aime pas l'idée de prouver ces choses parce que je crois vraiment que cela aura de graves conséquences sur sa licence professionnelle. Je doute que le barreau de Floride l'aurait pris à la légère si nous avions prouvé une fraude envers le tribunal. Le barreau peut être indulgent sur beaucoup de choses, mais il ne l'est pas quand on est malhonnête en tant qu'avocat. Ils ne sont pas indulgents quand on commet un parjure ou quand on vole de l'argent sur le compte en fiducie de son client. Ce genre de choses peut vous faire radier du barreau. Je lui ai donc dit que j'avais de vraies réserves à ce sujet. Si nécessaire, j'irai au tribunal avec la vérité car elle reste la vérité. Mais j'ai dit, je pense que je vous dois, à vous et surtout à vos enfants, d'au moins essayer de parler à son avocat pour voir si on ne peut pas trouver une solution à ces désaccords sans aller jusqu'à un procès dur qui pourrait finalement lui faire perdre sa licence. C'est la seule fois de ma carrière où je l'ai fait. Certains m'ont critiqué, peut-être à raison. Mais je suis allé rencontrer son avocat le 24 juin. Et vous savez, je lui ai simplement expliqué. J'ai dit, écoutez, j'ai l'impression que ce procès va avoir des conséquences importantes. Je pense que ce sera plus important pour votre client que pour le mien. Je ne suis pas là pour me vanter ou faire du bruit inutilement. Je pense sincèrement que si je suis obligé de défendre ces allégations et de faire avancer les allégations de Dan, cela pourrait coûter à votre cliente sa licence d'avocat. J'ai dit que ma cliente a la preuve qu'elle a agi de très mauvaise foi et qu'elle a eu un comportement vraiment répréhensible. Et il a juste été plutôt méprisant. Alors je partais et j'ai dit « Merci, j'apprécie que vous m'ayez accordé du temps ». Et j'étais sur le point de sortir quand il a appelé mon nom. Il a dit « Stéphane ». C'était la première fois que je le sentais vraiment sérieux. Il a dit « Je sais ce que tu fais et j'apprécie ». Ah, j'ai dit « On le doit à nos clients et aux enfants d'essayer au moins ». J'ai dit « Mais si je n'ai pas de nouvelles de toi, tu sais, je vais déposer quelque chose le 18 juillet que je crois sincèrement être monumental. Une fois fait, pas de retour en arrière. » Et donc c'était ça. Je lui ai dit que c'était le jour où j'allais le déposer. Et Dany et moi, nous travaillions dessus la veille de la demande. Et nous étions censés les finaliser ce matin-là. Je lui ai parlé au téléphone ce matin-là, mais je n'ai pas pu à ce moment-là. J'avais plein de distractions autour de moi. Alors je lui ai juste dit, je te rappellerai une fois que les choses se seront calmées dans quelques heures. C'est alors que je l'ai appelé, environ 30 minutes après qu'il ait été abattu, pour finaliser ses demandes de mission. Est-ce que Jack et Georgia t'ont contacté du tout, ou au moins Georgia à propos de témoigner devant un grand jury ou quelque chose dans ce genre? Pas devant un grand jury. J'ai déjà été assigné aux 2 derniers procès et témoigné pour Charlie. C'était surtout pour contester l'idée que ce n'était pas un divorce conflictuel. Et je pense qu'il voulait un peu plus humaniser Dan. Vous savez, Dan a eu un impact vraiment profond sur moi personnellement. À cause de la façon dont il aimait ses enfants et de la manière dont il agissait en tant que père. Il m'a inspiré à être un meilleur père, plus attentif. Je n'ai jamais vu un père comme lui. Je pense qu'ils attendaient un peu plus de moi pour apporter cette touche, si possible. Si tu étais une femme qui aime parier, Stéphanie, je veux dire, que dirait ta boule de cristal? Où miserais-tu, tu sais? Où placerais-tu tes jetons là-dessus? Tu penses qu'on va avoir quelque chose bientôt ou tu crois que ça va prendre encore quelques mois? Je veux dire, il n'y a vraiment pas de prescription là-dessus. Ouais, alors tu penses, enfin, où est-ce que tu miserais? Je crois que j'avais déjà passé dans ton émission une fois, vers Noël. Oui, Je suppose que 2023. 23? Ouais, mec, waouh.
Et je t'ai dit à ce moment-là que je pense qu'ils finiront par inculper Wendy et qu'à mon avis, elle sera condamnée. Je ressens toujours la même chose, encore plus maintenant. Comme tu l'as dit, la sirène. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence qu'il y ait eu autant d'attention portée aux preuves qui indiquent l'implication de Wendy et sa connaissance préalable du meurtre. Et je pense que je m'attendrai, je crois qu'on parle d'environ 3 mois, c'est ce que je pense. Vous savez, je pense que c'est probablement un délai raisonnable pour qu'un grand jury soit constitué et qu'il puisse présenter l'affaire. Pourquoi 3 mois? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce délai? C'est juste, mon instinct me dit ça. Et je pense que, vous savez, ça donne à l'État l'occasion de souffler un peu, de revenir en arrière, de travailler sur toutes les affaires sur lesquelles il ne travaillait pas depuis 2 mois. Vous voyez, de s'assurer qu'ils sont à jour sur celle-ci, puis de se regrouper et d'élaborer leur stratégie pour la prochaine session du grand jury. Donc je pense juste que c'est un délai raisonnable. Je pense aussi, vous savez, que cela placerait probablement le procès quelque part au début de l'automne de l'année prochaine. Ce qui, à mon avis, est un bon moment pour l'État. Les étudiants reviendraient à l'Université d'État de Floride et à l'Université A et M de Floride. Donc je pense que c'est plutôt un bon moment pour constituer un jury. D'après ce que j'ai compris, ce jury était composé de personnes très jeunes et ça a fonctionné. Et puis Tallahassee devient beaucoup plus petite quand l'école est finie. Eh bien, et en pensant au fait que tu parles de 3 mois, ça nous amène aussi après la condamnation formelle de Donna. Donc, Et oui. eh bien, Stéphane Webster, c'était un plaisir de parler à nouveau avec vous. Je regrette que ce soit pour une chose aussi terrible, mais merci d'être venu. Je vous en suis reconnaissante. Bien sûr, il est important de préserver la mémoire de Dan. Et je n'aurais jamais pu imaginer le mouvement qui allait naître, qui allait se rassembler ici autour du meurtre de Dan et de la quête de justice. Et j'en suis reconnaissant. Merci. Merci. Et j'ai contacté l'avocat de Wendy Adelson au moment de cet enregistrement. Je n'ai pas encore eu de réponse. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois ici.